tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. En ouverture de ce journal, nous parlerons des règles relatives aux interceptions des communications électroniques en principauté. Nous irons à Washington pour fêter les 10 ans de l'ambassade de Monaco. Nous découvrirons la 21e journée européenne du patrimoine et son thème dédié à l'art sacré. Culture toujours avec le premier concert de la saison de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et nous terminerons avec votre rendez-vous sport présenté par Frédéric Hélion. Comme je vous le disais dans les titres, la commission de contrôle régissant l'interception des communications électroniques et l'accès administratif aux données de connexion s'est réunie ce lundi matin dans le bâtiment du Conseil d'État et des juridictions suprêmes. Christina Thomel était sur place. Cette commission est en quelque sorte la garantie que les autorités administratives de Monaco ne mettent pas en place des mesures de surveillance ou de contrôle qui ne soient pas conformes aux critères que la loi de juillet 2016 a posés. Et alors, à quel moment est-elle saisie ? Elle est saisie, cette commission, dès lors que le ministre d'État a donné l'autorisation de surveiller ou de contrôler une personne ou un groupe de personnes dans le cadre des mesures administratives que cette loi a mises en place. J'ai indiqué tout à l'heure que c'est une petite révolution en droit monégasque. C'est la première fois que l'action administrative peut prendre une forme intrusive, en ce sens qu'elle permet par exemple de capter des images ou des sons de personnes qui ne sont pas au courant. Mais c'est une permission qui est exceptionnelle parce qu'en réalité c'est une interdiction qui est rappelée par l'article 1er de la loi. L'article 1er de la loi dit bien qu'il n'y a que l'autorité judiciaire qui peut donner ce type d'autorisation. Mais exceptionnellement, lorsqu'il s'agit de lutter contre le terrorisme, lorsqu'il s'agit par exemple de préserver les intérêts fondamentaux de la principauté, la sauvegarde de son territoire, le respect de son indépendance, la santé et la sécurité de ses résidents, eh bien dans des cas très exceptionnels que la loi a fixés dans des critères extrêmement précis, là, exceptionnellement, je le répète, le ministre d'État peut mettre en œuvre des mesures de surveillance ou de contrôle. Mais protège-t-elle vraiment les libertés individuelles ? Eh bien, cette commission a dans son sein un juge des libertés, ce qui est un exemple sans égal ailleurs, c'est-à-dire que c'est une commission qui nécessairement, par ce biais teinté de judiciaire, avoir une vision qui sera protectrice des libertés des uns et des autres, puisque c'est un juge des libertés publiques qui a été instauré par la loi de 2007 qui s'appelle Justice et Liberté, qui trouve sa place dans cette commission. À côté de ça, cette commission est composée de représentants du Conseil national et du Conseil d'État. Vous avez vu que les représentants du Conseil national ont été désignés en la personne du président lui-même, M. Steiner, le suppléant et le vice-président, M. Burini, et le Conseil d'État que je préside a désigné un ancien avocat, Maître San Giorgio, pour présider cette commission, avec un suppléant qui est un ancien magistrat du siège, un ancien premier président de la Cour d'appel. C'est vous dire que la connotation de cette commission est tournée vers le judiciaire, même si c'est une commission administrative, et qu'elle va donc permettre à ses membres d'avoir une vision très protectrice des libertés publiques des uns et des autres. Direction la capitale des États-Unis où l'ambassadeur de Monaco, Maggie Macario Doyle, célébrait à Washington le 10e anniversaire de l'ambassade de Monaco. Les détails dans ce reportage. Il y a 10 ans, Gilles Noguès était nommé comme premier ambassadeur monégasque aux États-Unis. Quelques jours plus tard, c'était au tour de l'Américain Craig Stapleton de présenter ses lettres de créance au prince Albert II. Ces deux actes marquaient donc l'établissement total des relations diplomatiques entre les deux pays. Mais les relations bilatérales remontent quant à elles 2 siècles en arrière. C'est en 1865 que le premier consul monégasque Louis Borg fut nommé aux États-Unis par le prince de Monaco. La semaine dernière, à l'occasion d'une réception anniversaire, l'ambassadeur Maggie Macario Doyle réunissait l'ensemble des consuls établis aux États-Unis et au Canada pour marquer l'importance de ces relations.
Nous étions ravis de pouvoir accueillir Monseigneur avec la représentation du corps diplomatique nord-américain ici à l'occasion de cet anniversaire qui célèbre les 10 ans de relations diplomatiques entre les États-Unis et la Principauté de Monaco, surtout dans cette résidence qui est aussi un peu symbolique puisqu'elle était la résidence du 29e président des États-Unis, le président Warren Harding. À ce jour, 9 consuls honoraires et 4 vice-consuls représentant la Principauté de Monaco sont en activité sur le sol américain. Ils ont fait, je pense, un travail formidable en 10 ans. Ils ont commencé de rien et ils ont vraiment une présence maintenant. Maggie a fait un travail, Gilles No, qui était avant Maggie, le premier ambassadeur, a fait un travail formidable. Et il faut toujours se rappeler que Princesse Grace, la maman du prince, était américaine. Donc il y a un lien très profond entre les deux pays. Je suis très honoré d'être le représentant de Monaco à San Francisco, et particulièrement pour cette occasion du 10e anniversaire de l'établissement de l'ambassade. Il y a une réunion consulaire tous les ans, souvent à Washington, mais souvent ailleurs. Et nous avons eu des réunions de travail ainsi que les événements plus décontractés. À l'occasion de cette soirée anniversaire, le prince Albert II avait fait spécialement le déplacement. Le président Barack Obama a adressé au prince souverain une lettre de félicitations et rappelé les liens d'amitié qui lient les deux pays. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Vous l'avez suivi sur notre antenne tout au long de la semaine dernière, le ministre d'État a assisté à l'ouverture du débat général de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Cette semaine s'est donc conclue sur une rencontre avec le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, qui termine son mandat à la tête de l'organisation après 10 ans d'exercice. Ils ont pu ainsi revenir sur des questions liées à l'environnement et aux inégalités hommes-femmes. Retour en principauté avec un volet culture. La 21e journée européenne du patrimoine a eu lieu ce dimanche sur le thème l'art sacré. De nombreux lieux étaient ouverts au public gratuitement. Sandrine Nègre vous propose une première étape au cœur du Palais Princier. Un programme riche et sacré était proposé tout au long de cette journée à travers notamment cet itinéraire musical et patrimonial afin de mieux connaître les orgues de Monaco. Un itinéraire qui a débuté ici en plein cœur du Palais Princier dans la chapelle palatine. La direction des affaires culturelles et le président de l'association In Tempore Organi, Claude Passé, ont permis aux visiteurs d'en savoir plus sur cet orgue napolitain, ici depuis bientôt 30 ans. Le prince René III en avait fait l'acquisition à la fin des années 80. Il s'agit d'un instrument du XVIIIe siècle qui permet d'interpréter à 99,5% de la musique italienne de cette période-là. Parce que comme vous le voyez, le clavier est très petit, le pédalier qui permet de jouer quelques notes basses est encore plus petit. Et ce sont des instruments ravissants, mais qui offrent des possibilités assez limitées. On ne peut pas interpréter les grands romantiques, même du Bach, Mendelssohn, tout ça, c'est pas possible. Alors on reste sur Frescobaldi, notamment, et tous les compositeurs italiens qui ont composé de la musique spécifiquement pour ces instruments. Pendant les célébrations, il y a l'organiste, mais aussi, quelquefois, il y a les petits chanteurs de Monaco qui vient chanter pour la fête de Saint-Jean-Baptiste, par exemple, ou pour d'autres circonstances. Donc c'est toujours bien à voir. D'autre part, une église sans orgue, c'est une église un peu veuve. Pourquoi avoir décidé de proposer cette année cet itinéraire au fil des orgues de Monaco, un itinéraire qui a donc commencé ici au cœur de la chapelle palatine? Eh bien, poursuivre tout d'abord le thème de la journée du patrimoine, qui est le patrimoine sacré, et puis aussi pour compléter un petit peu le programme de la direction des affaires culturelles, puisque chaque été, nous offrons au public un magnifique festival d'orgue. Donc, nous savons qu'il y a un public qui est très intéressé par cet instrument. C'est un instrument qui n'est pas accessible au public. La paroisse Saint-Jean au Palais est réservée à l'usage de la famille souveraine. Donc
l'instrument qui est très beau et qui a été installé ici par la volonté du prince régnier n'est pas connu de nos visiteurs et même des monégasques souvent. Donc c'était l'occasion de leur faire découvrir. Autre étape, toujours ici au Palais Princier et toujours liée au thème du sacré, mais dans un registre moins musical, à quelques mètres de là, dans la bibliothèque, un lieu rempli de trésors littéraires et historiques. Son directeur, Thomas Fouilleron, évoquait pour vous il y a quelques jours sur Monaco Info le programme de ce rendez-vous. Il était aux côtés d'Yves Giraudon afin de présenter et de lire des documents inédits des archives du palais sur l'histoire religieuse. Il s'agit d'une étape merveilleuse. Nous n'étions jamais venus à l'intérieur du palais et le fait de le voir sous cet angle est très très agréable. Vraiment plaisant. Entendre de la musique, écouter des explications et des textes lus était particulièrement enrichissant. En plus, pour nous qui sommes italiens, c'est très intéressant de voir que de nombreux éléments ici sont d'origine latine. Bravo pour l'organisation. Des visiteurs qui n'ont donc pas caché leur plaisir et pour cause, la chapelle palatine tout comme la bibliothèque était ouverte exceptionnellement au public à l'occasion de cette 21e journée européenne du patrimoine. Et parmi les autres lieux proposés dont vous venez d'entendre parler, la cathédrale, c'est aussi entre les murs de cet édifice qu'archéologues et scientifiques ont levé le voile sur une étude très intéressante. Sandrine Nègre vous livre plus de détails. Vous connaissez bien sûr la cathédrale de Monaco, mais dimanche, à l'occasion de cette journée européenne du patrimoine, sachez qu'un rendez-vous inédit a été proposé entre ces murs. Le fruit d'études de plusieurs reliques menées par des spécialistes a été révélé. Une belle illustration de la rencontre entre la religion et la science. On a travaillé en équipe, comme d'habitude en archéologie, vous le savez maintenant, avec le docteur Émilie Pérez, qui n'est pas là aujourd'hui, elle est à Tahiti. La chance. Mais on est très content parce qu'on a travaillé avec aussi le docteur Darton qui est spécialiste de paléopathologie sur l'inventaire et l'étude anthropologique, c'est-à-dire du squelette humain, et paléopathologique, les maladies des ossements, des reliques. Donc on a à la fois des saints, des saintes, des papes, des évêques, parfois des enfants, des innocents. Donc le travail était déjà d'identifier les ossements, de les déterminer, et puis de parvenir à connaître l'âge, le sexe ou la taille de l'individu, et évidemment s'il y avait des maladies liées aux ossements. Alors, comme nous sommes à Monaco, il y a bien sûr des saints et des saintes qui intéressent particulièrement les visiteurs. Je pense notamment à Sainte-Dévote. Qu'est-ce que vous avez pu apprendre sur les reliques de Sainte-Dévote ? Alors Sainte-Dévote, je vous rassure déjà, c'est bien humain. C'est une jeune femme, on a vu des ossements graciles, jeune individu, les os sont en cours de synostose, c'est-à-dire en cours de fusion, et elle a eu plusieurs traumatismes. On va retrouver des pathologies qui étaient fréquentes à certaines époques, d'autres qui sont beaucoup plus transversales à travers toutes les générations, mais globalement, nous avons une vision qui est plutôt historique, mais nous n'arrivons jamais à une finesse de diagnostic parce que nous avons affaire à des éléments médicaux figés. Nous n'avons pas le dialogue avec le malade, avec le patient. Nous ne savons pas comment les maladies ont évolué, comment elles sont arrivées, on n'a pas pu les interroger. Donc c'est vraiment une médecine un peu hors sol, mais qui a quand même tout son intérêt et qu'il faut savoir utiliser. Sainte-Dévote, Saint-Roman, Saint-Hospice, mais pas seulement, vous allez l'entendre, les reliques d'une autre sainte très chère à Monaco ont été étudiées. Ces os ont été retrouvés, c'est vrai, par mes soins dans les bas-fonds de la cathédrale. Ça fait bien longtemps qu'ils avaient été oubliés et il fallait bien que des spécialistes puissent vérifier tout cela afin qu'on puisse les mettre après à la vénération des fidèles, à la prière des gens qui vont venir désormais prier devant ces saints et saintes qui ont été des hommes et des femmes, des témoins du Christ. Sainte-Dévote, je crois. Voilà, il y a Sainte-Dévote et surtout Sainte Aurélie qui était très vénérée à Monaco mais qui a été oubliée. Pourquoi ? Parce que la chasse avait été perdue et retrouvée l'an dernier. Et donc, comme les spécialistes, les archéologues ont bien trouvé que Sainte Aurélie
a été martyrisé avec sa famille. Et dans cette chasse, il y a plusieurs personnes. Et visiblement, c'est donc sa famille qui est là, avec nous, près de nous. Et donc, c'est un grand moment pour nous, puisqu'on va pouvoir remettre Sainte Aurélie dans la cathédrale, là aussi à la vénération des fidèles. Restons à Monaco-Ville, mais quittons la thématique du sacré avec ces autres lieux qui étaient aussi ouverts au public gratuitement, à l'image de la résidence du ministre d'État. Les visiteurs ont pu, au fil des étages, découvrir les éléments comme les œuvres d'art qui composent les différentes pièces de cette résidence, la grande salle à manger, dite salle du Conseil d'État, et avoir accès aux terrasses qui dominent le port Hercule. De l'autre côté de la place de la Visitation, le Conseil national ouvrait lui aussi ses portes avec des présentations dans l'hémicycle et la visite du bureau du président. Cette exposition proposée à l'occasion de la Journée européenne du patrimoine. Autre exposition du côté cette fois-ci du pavillon Bozio, école supérieure d'art plastique, qui figure sur la liste des sites communaux. Elle était composée d'une sélection d'œuvres des jeunes diplômés de l'établissement. Au chapitre musique, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a proposé son premier concert de la saison. Son nouveau directeur, Kazuki Yamada, a dirigé des œuvres appartenant à l'histoire musicale de la Principauté. José Sacré vous en dit plus. Son Altesse royale la princesse de Hanovre a assisté au premier concert de la saison 2016-2017 de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dont elle est la présidente. Premier concert sous la direction du nouveau directeur artistique et musical de la formation, Kazuki Yamada, qui en ouverture a dirigé l'hymne national monégasque. L'hymne national monégasque en hommage à la famille Grimaldi qui depuis des décennies développe une politique culturelle d'envergure en principauté. L'un de ses fers de lance étant bien sûr l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui cette saison célèbre son 160e anniversaire. Et puis le thème de ce premier concert était « Né à Monaco », comme Louis Herbiat, né à Monaco en 1866. Violoncelliste solo de l'orchestre du Casino, l'ancêtre de l'orchestre philharmonique, il a mené une carrière internationale qui l'a conduit à Paris, puis à la Scala de Milan, enfin au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, où il a enseigné pendant 10 ans avant de retrouver sa principauté pour y diriger l'école municipale de musique qui devint plus tard l'Académie de musique Régnier III, tout en composant plus d'une centaine d'œuvres musicales. La pièce de Louis Herbiat, interprétée ce vendredi 23 septembre par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, s'intitulait « Le songe d'or », un poème symphonique illustrant un conte de Charles Nodier. La deuxième pièce au programme était de Francis Poulenc, qui a vécu à Monte-Carlo et a créé notamment en 1961 La Dame de Monte-Carlo, une œuvre composée sur un texte de Cocteau. Ce monologue pour soprano et orchestre a été chanté par la soprano wallonne Anne-Catherine Gillet. Anne-Catherine Gillet qui nous a donné des frissons de plaisir en interprétant ensuite l'air de Magda, premier air de l'acte 1 de la Rondine de Puccini, un opéra créé à Monte-Carlo le 21 mars 1917. J'ai été enchantée, c'est vrai que c'était la première fois que je faisais la Dame de Monte-Carlo et l'air de la Rondine. Oui, la toute première fois. Et donc je ne pouvais pas rêver mieux parce que c'est vrai que c'était un instant magique. Francis Poulenc encore, avec Les Biches, extrait du ballet en un acte de Bronislav Nijinska, créé par les ballets russes dans des décors et des costumes de Marie Laurencin le 6 janvier 1924 au théâtre de Monte-Carlo.
Et puis Offenbach qui n'est pas né à Monaco, il y est venu quelquefois jouer au casino lorsqu'il séjournait à Nice. C'est pourtant sur sa musique que ce concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sur le thème « Né à Monaco » s'est terminé. Cette gaieté parisienne d'Offenbach, musique d'un ballet en un acte pour les ballets russes de Monaco, rassemble des polkas, des valses et des cancans extraits de plusieurs opérettes du célèbre compositeur. Ce pot-pourri musical ayant été rassemblé et orchestré par Manuel Rosenthal, alors jeune chef d'orchestre. Sous la baguette enjouée, mais toujours précise, du maestro Yamada, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo nous a offert une gaieté parisienne ensoleillée, une gaieté parisienne de Monaco. Des impressions positives, un être heureux, voilà, beaucoup de la belle musique, beaucoup d'énergie et beaucoup de fatigue aussi parce qu'on a eu un concert relativement très demandeur, très difficile. Tout va bien, on est heureux et puis je pense qu'on a de belles années devant nous avec Maestro Yamada. Beaucoup de plaisir, surtout avec un programme aussi joyeux et léger tout en étant très difficile à interpréter. Mais je pense que tout le monde a vraiment pris du plaisir ce soir. Je pense que c'est le mot de la soirée, le plaisir et l'énergie, la jeunesse. Il est là, il sautille sur son podium, il est jeune, il est souriant, agréable, donc une belle année. It was my first concert as music director. C'était mon premier concert en tant que directeur musical. C'était comment dire, j'étais très ému. Êtes-vous fier de votre orchestre ? Bien sûr, je suis très fier. Pendant le concert, il s'est passé quelque chose, c'était mieux que les répétitions, c'était très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était très fun. Little difference, so it was very enjoyed. I enjoyed so much. It was much fun. Place à présent à un événement mondial avec le lancement du Jetpack en principauté. La manifestation aura lieu à Monaco du 29 septembre au 1er octobre. Un homme sera propulsé dans le ciel monégasque par 2 turboréacteurs. Après un vol d'essai autour de la Statue de la Liberté à New York, le team Jetpack Aviation poursuit sa tournée mondiale de démonstration qui comprendra plusieurs vols surprises autour des monuments les plus emblématiques d'Europe. Aérostar Monaco invite donc le public à assister à ces vols historiques qui partiront de l'héliport vers la digue du port de Fontvieille. Et avant de refermer ce journal, passons aux prévisions météo pour ces prochains jours. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Mardi, du soleil au programme avec des températures qui iront de 20 à 25 degrés. Mercredi, un ciel identique à la veille et un mercure stationnaire. Jeudi, un ciel bleu avec de rares nuages et un thermomètre allant de 20 à 26 degrés. Vendredi, ciel moins lumineux que les jours précédents avec une maximale de 25 degrés. Et enfin, le week-end prochain, un faible risque d'averse avec un thermomètre qui oscillera de 21 à 24 degrés. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info. Très bonne semaine à tous.